avant de lancer le deuxième webinaire organisé par l'OSIM. En guise d'introduction, je souhaitais la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées. J'en vois beaucoup. Au Maroc, à Bruxelles et un peu partout. Donc, merci à vous tous de vous être rendus disponibles pour participer justement avec nous à ce deuxième webinaire sur un thème. Vous avez certainement remarqué que l'OSIM suit de très près cette pandémie du coronavirus et donc son suivi elle se fait de jour en jour et de semaine en semaine. Nous sommes au deuxième webinaire dont le thème cette fois est la data, l'intelligence artificielle, l'IoT au service de la lutte contre le Covid-19. Et pour cela, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour nous apporter des éclairages à la fois pertinents et croisés. Nous avons le plaisir de recevoir 4 brillants intervenants. Je commencerai par mon ami de toujours, Salah Beina, qui est, vous connaissez certainement. Il est enseignant-chercheur, il est expert en transformation digitale, il a accompagné plusieurs startups et c'est, je pense, valeur sûre aujourd'hui dans le monde. Il nous apportera un éclairage certain sur questions en lien avec l'intelligence artificielle. Alors un deuxième Beina, mais celui-là, il ne s'appelle pas Salah, il est Karim, et il est aussi brillantissime que Salah. Et il est enseignant-chercheur, et contrairement à Salah, lui, il est expert en Big Data et Analytics. Et donc j'imagine que quand il se retrouve en famille, ça doit être magnifique de parler d'intelligence artificielle, de Big Data et d'Analytics. Bonjour Karim et Mahbabik. Bonjour, c'est Hassan, merci beaucoup. On a également avec nous Nasser Kettani, Digital Transformation Expert, il est aussi coach Exponential Thinker et Certified DPO et il est membre de la nouvelle équipe de la PBI. Bonjour à toi Nasser et merci de t'être rendu disponible pour participer avec nous en direct de ton lieu de confinement. Merci et beaucoup. Bien sûr, on va tout de suite partir vers Bordeaux, vers le lieu de travail de notre ami Adil Ben Youssef, qu'on a toujours le plaisir de recevoir. Adil Ben Youssef, Executive VP chez Accelerate Systems. Et c'est un ami qu'on reçoit à chaque fois avec beaucoup de plaisir sur tous les sujets en lien avec la transformation digitale. Merci à vous tous de vous être rendus disponibles. Merci aussi à l'équipe en back-office qui assure le service de connexion et de gestion de la plateforme. Alors, pour démarrer, j'ai envie de rappeler quelques règles pour une meilleure gestion du webinaire. Comme on a 4 intervenants, on a fixé 10 minutes chacun pour pouvoir interagir et nous apporter un éclairage. Il va y avoir un sondage qui va être lancé tout à l'heure. Je vous dirai cela ce sera fait. Un sondage, la dernière fois, on l'avait fait, ça a pris 5 minutes. Là, je pense qu'on donnera un peu plus de temps à tous les participants pour interagir. C'est un sondage qui est préparé aussi par l'équipe. Et bien entendu, vous êtes invités à poser des questions sur les mesures, sur l'onglet questions-réponses, et on se fera un plaisir à la fois de répondre, et il y aura certainement des participants qui vont partager. Alors, ma première question va à mon ami Salah Beina. Salah Beina avec son sourire. J'ai envie de poser la première question. Toi qui as de l'intelligence artificielle, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle s'est positionnée dans le processus global de la pandémie? Je sais que tu suis cela de très près et que tu as certainement présenter aussi les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie et quelques pratiques que tu as certainement pu lire ou voir à l'échelle nationale ou internationale. À toi la parole, mon ami Salah. Merci, Chef Hassan. Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, aujourd'hui, il y a un thème qui est très proche, qui est celui du Big Data. Et bizarrement, ou normalement, tout à fait normalement, la médecine
est une discipline très, on va dire, big data friendly. C'est-à-dire que quand on commence à collecter les données décrivant les patients, décrivant les pandémies, décrivant les courbes de transmission et de contagion du virus, on se rend compte qu'effectivement, c'est un problème où il y a beaucoup de données. Et dès qu'il commence à y avoir cet amas de données, l'humain devient incapable de traiter en temps réel et en quantité suffisante ces données-là, et tout de suite, on va basculer vers le domaine d'application de ce que l'on appelle on va dire, de façon vulgarisée, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je ne sais pas si les participants qui nous regardent connaissent l'origine, la première utilisation du terme Big Data. C'est une question que je vais lancer pour les challenger. Mais d'où vient ce mot Big Data? En tout cas, il ne vient pas de la médecine, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, face au coronavirus, on est à la limite dans la première pandémie mondiale temps réel. C'est-à-dire que tous les jours, à telle heure, toute la planète veut savoir quelles sont les données venant de chaque pays dans le monde. Et non seulement voir et constater, mais comprendre les évolutions. Aujourd'hui au Maroc, on commence à avoir les premiers articles qui essayent de décrire la croissance que va connaître dans le futur, on se projette déjà dans un futur proche, que va connaître la pandémie dans les jours à venir. Et donc, si vous regardez la presse, je crois qu'il y en a eu un dans le desk.ma, il y a eu un autre dans le 360, qui décrivent un peu ces courbes. La difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on injecte une nouvelle donnée, on a une nouvelle date. Donc typiquement, il n'y a pas de modèle stable, il n'y a pas de modèle aujourd'hui qui peut prédire l'avenir de façon certaine. Mais on utilise aussi des algorithmes, non seulement pour prédire, mais aussi pour, je ne vais pas sortir un peu du domaine de la data, mais pour guérir. Parce que quand on connaît un patient et qu'on connaît les médicaments qu'il est en train de prendre et qu'on connaît les autres, on va dire, aliments qu'il a consommés, on peut plutôt dire, ben, tiens, lui, il a plutôt le profil de celui qui va avoir des complications, ou peut-être que non, finalement, il a tout à fait le profil de celui qui n'aura pas de complications. Et donc, les champs d'application de l'intelligence artificielle dans je dirais, dans le processus médical lié au coronavirus, ça a commencé, on va dire, en novembre, où une entreprise canadienne qui s'appelle Blue Dot avait prédit la pandémie, avant même que l'OMS ne s'intéresse ou l'OMS ne déclare l'état d'urgence pandémique. Blue Dot avait lancé l'information que, attention, ce qui se passe en Chine va déclencher une pandémie. Pour faire leur modèle, ils s'étaient basés sur ce qui s'était passé en 2003 avec le coronavirus 1, et du coup, avec ce qu'ils avaient vu à l'époque, avec ce qui circulait sur les réseaux sociaux, ce qui circulait dans les rapports médicaux chinois, asiatiques, etc., ils se sont dit, tiens, ça ressemble à ce qui s'était passé en 2003, mais c'est peut-être un peu plus fort, etc. Donc, on est sur un domaine d'application très varié. Je peux citer un exemple très simple aussi de la gestion des centres d'appel. Aujourd'hui, au Maroc, plusieurs entreprises spécialistes des centres d'appel ont ouvert des lignes pour que les utilisateurs puissent appeler et rentrer en contact avec un assistant. À partir du moment où ils ont lancé, je crois qu'on a des membres de l'OSI qui peuvent nous remonter des chiffres, mais on a eu des pics à 5000 appels par jour, etc. Ici, il est difficile de trier qui est urgent, qui n'est pas urgent, surtout de façon humaine. Et donc là, encore une fois, je peux citer un exemple de Microsoft qui a travaillé sur un filtrage automatique qui permet d'orienter les appels pour aller vers le bon assistant, c'est-à-dire l'assistant médical ou plutôt juste le conseiller qui va dire non monsieur vous n'avez rien, c'est juste une pharyngite, rentrez chez vous. Les choses vont de plus en plus
devient de plus en plus complexe. On a même, malheureusement, c'est un exemple que j'ai toujours cité dans mes interventions en disant, pour l'instant, décider de la vie ou de la mort, c'est, on va dire, الحياة والموت بيد الله ولكن même le corps médical n'a jamais fait d'intrusion dans ces décisions parce qu'il demande toujours à la famille, même pour des personnes dans le coma, on revient toujours à la famille en posant la question que pensez-vous faire, qu'est-ce que vous allez faire, c'est une décision qui est intime. Malheureusement, avec le stress, avec les décisions qui doivent se prendre très rapidement, on n'a plus ce luxe de pouvoir discuter avec la famille et décider de ce qu'on va faire. Et ça on a remarqué en Italie, on a remarqué en France, on l'a remarqué partout ailleurs. Ce sont les médecins et des fois même des algorithmes qui décident est-ce qu'on garde ou on ne garde pas la personne sous assistance respiratoire. Et donc, vous voyez que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a autant de use cases que d'étapes dans la vie de ce virus. Alors, le challenge, les enjeux, ils sont au-delà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de vivre une réelle transformation de la médecine. C'est-à-dire, comme tous les secteurs d'ailleurs, mais on est face à une transformation accélérée du domaine médical, et c'est une transformation irréversible. C'est-à-dire, corona ou pas, on va passer à un après-corona dans la médecine où les algorithmes sont dans les hôpitaux. Les algorithmes sont dans les salles de réanimation pour décider qui va peut-être s'en sortir, qui a peu de chances de s'en sortir. Les algorithmes vont être là quasiment tout le temps. On ne va plus, à chaque fois qu'il y a une grande crise comme ça, le retour arrière est impossible. Ce sont des transformations irréversibles et donc il faut s'attendre à ce que le médecin après Corona soit déjà un médecin hybride où il est moitié humain, moitié algorithme. Donc, anecdotiquement, quand on discutait la dernière fois, on disait il y a un enjeu qui est l'humanité face au virus et il y a un autre enjeu dans ce même combat face au virus, c'est un enjeu l'humain vs l'algorithme. C'est-à-dire que, imaginons, on sait déjà aujourd'hui que des algorithmes savent détecter sur un scanner ou sur une radio des poumons, savent détecter le coronavirus beaucoup plus précisément que ce que sait le faire un humain. Et donc, le combat entre humain et algorithme, il est aussi en cours. Maintenant, c'est l'avenir aussi, c'est ce que nous sommes en train de vivre qui va nous aider à comprendre est-ce que finalement cette intelligence artificielle va prendre le pas sur l'humain ou est-ce que finalement il reste cette petite différence, cette petite lueur d'espoir qui fait que même dans ces conditions, l'humain arrive quand même à produire des choses plus humaines finalement que ce que c'est le faire une intelligence artificielle, un algorithme en fin de compte. Merci beaucoup, Salah, sur ton éclairage. La difficulté d'avoir un modèle stable. J'aime beaucoup aussi ce que tu disais entre le combat de l'humanité contre le virus et aussi la présence inéluctable des algorithmes au niveau de la médecine 2.0 ou 3.0. En tous les cas, on est en train d'assister à une transformation qui est irréversible dans le secteur de la médecine. Les enjeux, comme tu le disais, sont pluriels, les cas sont aussi pluriels, et la présence de l'intelligence artificielle, et des algorithmes en tous les cas, elle est déterminante. Et tu me tends la perche, parce que on a également avec nous Karim Beina, qui lui est un spécialiste justement de la data, et un spécialiste de ces algorithmes et de ces modèles de prédiction. Et j'ai envie de lui poser la question, lui qui travaille sur la data, et je sais qu'il est en lien avec John Hopkins University sur tous les modèles. Alors, Karim, merci d'avoir accepté l'invitation. L'éclairage que tu peux nous apporter sur la partie data, gestion de la data,
gestion des modèles, comment est-ce qu'on développe ça au départ? C'est bon? Oui. Alors, merci Sir Hassan pour l'introduction. Tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نشكر الله عز وجل على أن على لطفه وعلى حالة المغرب. Alors, en fait, j'ai plusieurs messages à passer. Le premier message, c'est un message que veulent passer les médecins. Restons chez nous. Même si la data c'est un outil qui permet d'améliorer c'est-à-dire la lutte contre le Covid, mais le message des médecins c'est restons chez nous. Premièrement. Deuxièmement, en fait, on est devant une guerre. On est devant une guerre et il n'y a pas mieux que la data pour avoir un vrai tableau de bord, pour ne pas juste être réactif mais être proactif. Ensuite, en fait, le Maroc, heureusement, avait anticipé plusieurs solutions non pharmaceutiques. Bon, la solution non pharmaceutique qui reste à bien déployer, c'est la solution digitale orientée data. Il faut savoir que la Chine, la Slovaquie, le Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, tous ces pays-là qui arrivent quand même à aplatir leur courbe d'évolution, bien évidemment avec beaucoup de lois, bien évidemment avec beaucoup de mesures, mais aussi avec des solutions orientées données. Alors quand je dis solutions orientées données, à la fois le citoyen il a une idée vraiment complète, parfaite de sa ville, de sa quartier, donc les indicateurs ils descendent à un niveau compréhensible, perceptible par le citoyen, donc qui permettent aux citoyens de prendre des décisions. Alors qu'avoir des indicateurs macro au niveau région ne suffit pas aux citoyens. Des solutions orientées données, c'est aussi des applications par exemple de traçabilité et de tracking. Aujourd'hui, si à Taïwan un infecté quitte son domicile, tout de suite la police vient le chercher. Donc l'application mobile devient en quelque sorte une sorte de bracelet électronique qui supervise en temps réel au fait les mouvements des populations. Aussi, il y a des applications relatives à la data, détection de mouvements de foule, détection de transgression de la distanciation sociale par des caméras. Aujourd'hui, ce sont des solutions technologiques qui existent. Donc, le Maroc, il a lancé plusieurs mesures non pharmaceutiques, mais la transformation digitale, on a commencé la transformation digitale à travers le e-learning. Aujourd'hui, tout l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, universitaire s'est lancé dans le digital. C'est excellent. Il va falloir continuer cette transformation digitale, à la fois par des applications mobiles, à la fois par du tracking temps réel, à la fois par des données qui descendent au niveau citoyen, et donc au niveau ville et quartier par exemple. Donc, mine de rien, on est en train de se transformer. Le Maroc est en train de se transformer digitalement et dans le bon sens. En fait, c'est ce qu'on appelle le leapfrogging. Le leapfrogging, c'est quand les pays du Sud inspirent les pays du Nord par des solutions qu'ils inventent. Donc, contrairement à ce que l'on peut voir sur les réseaux, les pays du Sud ne sont pas juste en train d'attendre des solutions des pays du Nord. Au contraire, on est en train de les inspirer. Heureusement parce qu'on a pris des initiatives anticipatives qui nous laissent du temps d'être créatifs et d'innover. Donc, la transformation digitale, mine de rien, elle est en train de s'accélérer, mais il faut continuer à donner les moyens. Aujourd'hui, les communautés de data scientists au Maroc et les comités de data scientists marocains, à la fois à l'intérieur du Maroc et à l'étranger, sont en train de s'organiser pour fournir des outillages, des applications pour lutter contre le Covid. Donc je reviens un petit peu à de la data pure et dure.
Si l'on voit par exemple un message pour rassurer, si l'on voit par exemple les chiffres d'aujourd'hui, même si l'on dit, c'est Hassan, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Donc en fait, même si on dit aujourd'hui il y a 1346 cas confirmés, en fait si on relative ça par rapport au nombre d'habitants, c'est tout simplement 3,75 cas confirmés par 100 000 habitants. Hein, tout à l'heure je vais donner des chiffres mondiaux et on va voir que 3,75 cas confirmés par 100 000 habitants, c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe dans le monde. En termes de nombre de morts, même si on entend 96 morts, ben en fait, c'est cumulé, ça revient à 2,6 morts par 1 million d'habitants. Ce qui est relativement assez faible, statistiquement parlant. Donc, restons confinés, mais restons positifs. Le Maroc, il est en bonne santé. Une deuxième information par rapport, cette fois pas au nombre cumulé, mais par rapport au nombre journalier, 96, c'est 2,4 confirmés par jour par million d'habitants. Et 3 morts, aujourd'hui il y a eu 3 morts par rapport à hier. Donc en fait ça fait 0,83 morts par jour par 10 millions d'habitants. Ce qui fait moins d'un mort par jour par 10 millions d'habitants. Alors le marhoumin, Allah yarhamhum wa nتمنوا لهم إن شاء الله Jannat Adn, mais statistiquement parlant, moins d'un mort par jour par 10 millions d'habitants, c'est très peu statistiquement. Aujourd'hui, si l'on regarde un petit peu la tendance mondiale par rapport aux chiffres, mais statistiquement parlant, moins d'un mort par jour par 10 millions d'habitants, c'est très peu statistiquement. Aujourd'hui, si l'on regarde un petit peu la tendance mondiale par rapport aux chiffres, on est à peu près dans la même tendance de la Croatie, de l'Estonie et de l'Irak. Alors bien évidemment, si on voit leur nombre d'habitants, ce n'est pas le même cluster, mais je parle ici par rapport à la forme d'évolution. Si je regarde maintenant par rapport au nombre d'habitants, le Maroc il est à 3, allô c'est Hassan? Juste pour voir si tu peux cliquer sur vidéo pour qu'on puisse avoir le plaisir de te voir. Bon, elle s'est désactivée toute seule, donc le plaisir est pour moi, chers participants. Donc, si vous voulez, par rapport au nombre de confirmés, le Maroc, j'ai dit 3,75 cas confirmés par 100 000 habitants. La Corée du Sud, par exemple, elle est à 3,11 cas confirmés par 100 000 habitants. Donc, la Corée du Sud, qui est quand même un pays qui a réussi à bien aplatir sa courbe. Si on parle par exemple de la France, aujourd'hui en France, il y a 173 en cumulé, 173 cas par 100 000 habitants. Si on regarde maintenant le nombre de morts, en fait, en termes de shape, la forme en fait d'évolution du Maroc, elle s'approche de l'Égypte et du Japon, graphiquement parlant, avec nos 96 morts aujourd'hui. Maintenant, si on regarde par rapport au nombre d'habitants, parce qu'en fait, il faut relativiser par rapport à la population, nos 2,6 morts par million d'habitants, c'est ce que fait par exemple le Liban, c'est ce que fait le Bahreïn, c'est ce que fait l'Arménie, c'est ce que fait le Chili. Si on regarde la Corée du Sud,
elle a 3,9 morts par million d'habitants. Donc on fait mieux, on performe mieux que la Corée du Sud par rapport au nombre d'habitants. Hein, donc au Maroc, 2,6 morts par 1 million d'habitants, la Corée du Sud, 3,9 morts par 1 million d'habitants. Donc relativisant, le Maroc se porte bien. Alors, je sais que tu travailles beaucoup aussi sur les statistiques de la Johns Hopkins University, tu fais des comparatifs. Et je voulais savoir, est-ce que tous ces états et ces statistiques, est-ce que tu les partages aussi avec la communauté des data scientists? Alors en fait, la communauté des data scientists, aujourd'hui, elle prend Johns Hopkins University parce que, en fait, Johns Hopkins, elle consolide les données mondiales, à la fois des nombres de morts, des nombres de cas confirmés et des nombres de cas sains ou bien rétablis. Donc, si par exemple, je veux analyser les données du Maroc, malheureusement, le portail covidmaroc.ma donne une vision statique journalière, mais ne laisse pas un historique structuré, exploitable par les data scientists. Donc, les data scientists aujourd'hui, au Maroc et à l'étranger, vont aller récupérer les données de Johns Hopkins. Maintenant, donc, un conseil au Maroc, c'est d'essayer de donner, dans le sens de l'open data, donc les données ouvertes, essayer de donner une vue publique pour le citoyen normal et une vue de spécialiste avec, par exemple, des fichiers exploitables, structurés, qui descendent au niveau du détail. Et ça va aider effectivement les communautés à se rassembler autour de la data et à créer, mais ça va couper l'herbe devant les ragots, les canulars, les fake news, la désinformation qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que le citoyen lambda, il cherche l'information qui lui est utile dans son quartier. S'il va chercher le fake et l'information sur les réseaux sociaux, c'est parce que sur les réseaux sociaux, eh ben, lui donne des informations qui sont pas fiables, qui sont peut-être erronées sur son quartier. Donc, le Maroc, en structurant, en donnant des données exploitables, tout simplement un fichier CSV avec les données historisées et puis qui descendent au niveau de la ville et du quartier, eh bien, d'une pierre deux coups, aider et drainer la communauté de data scientists et couper l'herbe devant la désinformation et les fake news. Merci beaucoup, Karim, pour ton éclairage. J'ai failli dire merci à la famille Baïna de nous avoir gratifiés par Salah et Karim. Merci aussi pour ton message de rester confiné, de rester positif et de faire justement confiance à ce qui se fait, parce que les comparatifs tels que tu les as proposés ne sont pas alarmistes, et donc du coup restons positifs et faisons en sorte de disposer de la bonne information et d'éviter d'avoir des fake news. Alors, si je peux juste terminer, oui, je partage sur les réseaux sociaux et je partage sur GitLab mes rapports et mes sources pour le bien de la communauté, pour aider le Maroc à lutter contre le Covid. Merci beaucoup. Je sais que tous les amis et les partenaires et les participants de l'OSIM sont dans cette générosité. Je pense que le partage, c'est quelque chose qui est dans l'ADN aussi de l'OSIM et de ses invités. Tu voulais également une information sur ce qui se passe au Maroc. Et là, on a le plaisir d'avoir avec nous Nasser Ktani. Mais je voudrais avant écouter Adil Ben Youssef sur Karim, tu as parlé de stabilité, de tracking. J'ai envie d'écouter Adil par rapport justement à cette question sur des plateformes qui peuvent exister à la fois sur le tracking. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour assurer un meilleur suivi de ces cas dans le cas de cette pandémie? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Comment que cela se fait? Est-ce qu'il y a des applications qui sont pratiques?
Et donc là, on a besoin d'avoir ce regard croisé entre Casablanca et Bordeaux. À toi, Adil. Je ne sais pas si tu peux cliquer sur le micro. Oui, oui, c'est bon, je l'ai remis. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je t'entends bien. Oui, Ouais. alors un bonjour de Bordeaux. Comme on dit souvent, à Bordeaux, il fait toujours beau. Hein, vous pouvez le constater par la lumière de ma fenêtre. Alors, pour commencer, en fait, mon intervention, moi, je voudrais faire un petit flashback qui date du lundi 16 mars. Le président Emmanuel Macron, pour annoncer le début du confinement en France, a démarré son discours par « Nous sommes en guerre ». Il l'a répété plusieurs fois parce que je pense que dans le conscient collectif, peut-être qu'au Maroc on en prend conscience, mais dans beaucoup de régions, on avait du mal à penser qu'un simple petit virus pouvait être une arme de destruction massive qui cible des humains sans aucune distinction. Donc notre lutte doit être sur tous les fronts et les systèmes de défense doivent pouvoir exploiter toutes les ressources nécessaires. Toutes les ressources nécessaires. Le docteur Guillaume Zaguri, qui intervient depuis la Chine et publie très fréquemment sur LinkedIn des rapports quotidiens, a nommé ça par la règle des 4 M, c'est-à-dire les mains, le lavage des mains, les masques, le mètre, c'est-à-dire la distanciation sociale, et les minutes, le nombre de minutes qu'on passe à côté de certaines personnes qui sont censées être contaminées. Donc, puisque on doit... Adil, si tu permets, oui. 2 secondes, parce que je sais que Oui. En ce moment, il y a nos amis qui vont lancer un sondage. C'était juste pour aviser les participants. Ils vont pouvoir répondre. Il y a des questions qui vont être partagées. Et là, il va y avoir 10 minutes pour qu'on puisse répondre à ce sondage. Donc, je reviens avec toi avec tes 4 M. Alors, pardon. Alors, je reviens sur l'écran. Donc, oui, sur les 4 M. Donc, les mains, lavage des mains, le masque, le mètre, c'est-à-dire la distanciation sociale, et les minutes. Les minutes sont les minutes de contamination, c'est-à-dire le nombre de minutes minimales qu'on doit passer avec une personne sans être contaminé. Donc, si tous nos systèmes de défense doivent exploiter toutes les ressources pour contenir la propagation du virus et pour finalement le vaincre, il y a au cœur de ces systèmes de défense la data. Et la data, Salah et Karim en ont largement parlé et je les remercie à la fois de pointer ce point très très précis parce que aujourd'hui cette data, qu'elle soit médicale, qu'elle soit de télécommunication, qu'elle soit de recherche pharmaceutique, c'est un patrimoine très convoité. Très convoité parce que de son bon usage sortiront des solutions. Et ces solutions, en même temps, il faut rester très vigilant parce que les données, si elles sont altérées, par exemple, par des hackers, et on peut le voir aujourd'hui, par exemple, des hôpitaux français sont attaqués par des hackers en pleine Covid. Donc il n'y a aucun respect de la vie humaine, ni aucun respect de l'urgence, ça immobilise tous les systèmes. Donc en même temps, il faut être vigilant car les données, si elles sont altérées ou ne respectent pas le caractère de confidentialité que nous sommes en droit d'attendre, nous pouvons craindre donc le pire pour nos sociétés. Pour revenir à ta question, la problématique dans cette lutte contre la pandémie, c'est d'être en mesure d'identifier des personnes potentiellement porteuses de virus, par exemple des personnes qui ont été testées ou des personnes qui ont été hospitalisées très brièvement mais qui ont été relâchées pour rentrer chez elles et qui sont donc porteuses du virus et qui peuvent être à un très haut potentiel de contagion envers les tiers. Donc l'idée c'est comment on peut mettre en place un dispositif qui puisse nous assurer de la bonne analyse de ces informations-là pour éviter la propagation du virus. Alors on se base, nous, sur, par exemple, les données de télécommunication. On est parti du principe que si on avait les données historiques de télécommunication sur 3 à 4 semaines, on est capable de retracer le trajet de toutes les personnes qui ont été
identifiées comme étant potentiellement atteintes. Je ne parle pas de la population entière, je parle de certaines personnes qui ont été identifiées et qui ont donné leur numéro de téléphone. Donc, dans le système d'analyse, on peut, grâce à ce numéro-là, retracer leur parcours et, en fonction des requêtes, pouvoir reconstituer le cercle des individus qui ont été en contact avec eux, grâce à la géolocalisation des télécommunications. Et on peut déterminer établir des listes de personnes éventuellement à contacter en urgence pour pouvoir faire des diagnostics supplémentaires ou tout simplement leur envoyer des alertes. Donc, pour répondre à cette urgence, nos équipes ont créé une plateforme qui s'appelle COVID-19 Tracker. Alors, pour être précis, on traque le Covid. On ne traque pas les personnes, on traque le Covid. Et je suis pointilleux sur la sémantique. Parce que dès qu'on parle de traçabilité ou de tracking, les personnes pensent tout de suite à régime autoritaire, surveillance de masse. Donc l'idée, ce n'est pas d'exploiter la donnée pour tracer des gens, mais c'est d'exploiter les données pour traquer les personnes porteuses de virus pour essayer d'en limiter la propagation. Donc, oui. Ça ramène toute la question de l'éthique, justement. Absolument. Entre le respect, justement, de la donnée personnelle et aussi la Exactement. sécurité, parce qu'on a besoin de minimiser Absolument. Et tout ceci peut se faire dans un cadre tout à fait légal. Je parle de cadre légal. Par exemple, la réglementation européenne, qui est connue sous le nom du RGPD, précise et qui doit avoir son équivalent auprès du CNDP, précise que la protection des données personnelles nécessite de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté au risque. Et c'est là il y a la nuance entre l'évaluation du risque. Est-ce qu'on va permettre à une personne qui a une forte probabilité de contaminer d'autres personnes se balader dans la nature, ou est-ce qu'on va plutôt, dans un souci de respect de la santé publique, de lui donner des instructions? On ne dit pas d'aller l'emprisonner, on parle de lui donner des instructions, et pour lui déjà, et pour sa famille et ses proches. Donc, l'architecture complète de la chaîne de traitement de cette plateforme que nous avons développée est conforme donc aux spécifications du RGPD pour la protection des données personnelles en ce qui concerne le chiffrement, l'anonymisation des données personnelles, la gestion des accès et des habilitations par les personnes habilitées, parce qu'il n'est pas question de donner cette information à n'importe qui, mais pour que les personnes qui sont habilitées à utiliser l'information pour envoyer des notifications soient des personnes, par exemple, faisant partie du secteur médical. Donc le but du Covid Tracker, c'est de trouver et éventuellement de notifier les citoyens qui pourraient être à haut risque d'infection par le virus. Comment on détermine que ces personnes sont à haut risque? Tout simplement, c'est quand on voit l'historique des données de télécom, on est capable, grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, et là, je fais un petit appel du pied à Salah, avec qui on a de très très longues discussions sur ce sujet, nos algorithmes d'intelligence artificielle, ou plutôt d'apprentissage machine, sont capables de déterminer quelles sont les personnes qui ont été en contact pendant plus de 15 minutes de 2 mètres. Et ceci en référence aux recommandations de l'OMS sur les paramètres de transmission de ce virus. Donc, on peut modifier ces paramètres-là. Donc, la notion du potentiel de contamination est tout de suite identifiée et on peut adresser des messages à ces personnes-là pour les encourager à s'isoler, par exemple, ou leur envoyer d'autres informations pour leur demander aux personnes qui sont en contact rapproché de s'éloigner d'elles, et ce qui se fait par exemple avec une application comme Stop Covid qui est utilisée à Singapour. Cette application, elle fonctionne sur ce qu'on appelle le contact Bluetooth. Quand la distance est moins de 2 mètres et que les personnes restent un certain temps ensemble, on leur envoie systématiquement une petite alarme ou une petite notification, comme le ferait n'importe quelle application mobile, pour qu'ils prennent leur distance tout simplement. Donc,
Donc, les technologies utilisées pour les États, pour la sécurité intérieure, le renseignement, donc ont aidé plusieurs nations qui ont détourné déjà ce type de plateforme. Parce qu'en fait, l'idée de cette plateforme-là, elle est venue de clients qui utilisent nos plateformes pour le renseignement intérieur, pour la lutte antiterroriste. Et c'est eux qui ont, dès l'apparition du Covid-19, ont détourné l'usage de cette plateforme-là pour lutter contre le virus. Et donc, le défi qui se pose à nous, c'est comment assurer que l'exploitation de ces données passe d'un système de tracking à un système où on va commencer à avoir un espoir de passer d'un suivi d'urgence à un suivi de distanciation sociale intelligente. Parce qu'on pense à l'après-Covid. Parce que là, on est dans l'urgence. L'après-Covid, oui. Comment on va le gérer? Comment est-ce qu'on va gérer ce social distancing? Comment vont apparaître nos nouvelles façons de se comporter les uns vis-à-vis des autres? Et là, peut-être qu'il va on va devoir commencer à réfléchir à une nouvelle notion que j'introduis ici qui s'appelle le Smart Social Distancing. C'est comme on parlait des Smart Objects ou des Smart IoT ou des Smart Data. Là, c'est le Smart Social Distancing. C'est comment combiner un comportement humain avec l'analyse de la donnée pour assurer, pas forcément le respect, mais au moins assurer la non-transmissibilité de ce virus dans le temps. Donc aujourd'hui, comme je disais, cette plateforme est déjà utilisée et ce webinaire pour lancer un appel. Peut-être que certaines personnes au Maroc vont entendre mon message. Nous sommes prêts à collaborer avec les autorités marocaines pour mettre en place ces solutions. Le sujet a été transmis donc à l'Agence du développement du digital et on est en train d'essayer d'atteindre les personnes responsables de ces décisions pour qu'ils nous aident à vous aider à résorber ce problème du Covid. Merci beaucoup Adil pour ton éclairage. Il y a tellement de choses à retenir, mais j'aime beaucoup les 4 M. Ce mix qu'il y a entre à la fois intelligence artificielle, big data et solutions de tracking, toujours sous le souci à la fois de gérer au mieux la crise pandémique, mais au même temps le respect de l'éthique, de la sécurité des données personnelles. C'est quelque chose c'est ce mix, c'est cet équilibre qui aujourd'hui on le voit pratiquement dans tous les pays. Ce débat il commence aussi à s'imposer. Transformation digitale, oui, mais une transformation digitale qui, en même temps, va permettre plus de sécurité, plus de liberté, plus de responsabilité. Alors, de Madrid, alors là, je reviens à Casa, et là, on a besoin d'avoir un éclairage sur le Maroc, mais aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se fait par les opérateurs, et on sait que Nasser Ktenit soit au niveau de la PBI. Je sais que vous travaillez sur un projet avec l'OSIM, que vous avez identifié un certain nombre de projets. J'aimerais que tu puisses nous apporter un éclairage sur le cas, sur le cas Maroc, sur toutes ces startups qui travaillent aujourd'hui d'arrache-pied. Et donc, à toi la parole, mon ami Nasser. Merci Hassan et bonjour tout le monde. Avant que tu prennes la parole, juste pour te dire que toi et les autres panélistes, nous sommes aujourd'hui à 186 personnes connectées qui vous suivent en direct. Alors, il y a des personnes qui sont présentes de Casa, de Rabat, de Bruxelles, de France. Voilà, donc je pense que l'OSIM est en train de passer à une version 2.0. À toi, mon ami Nasser. Mais là, tu me mets la pression, Hassan, c'est pas gentil. Au moment où j'allais prendre la parole. Merci beaucoup. Moi, je vous parle de la chambre de ma fille qui est, elle, confinée à Paris, et moi, je suis confiné dans sa chambre que j'ai transformée en bureau. Écoute, on a tous parlé ou rêvé, en tout cas, de transformation digitale. Depuis des années, on en parle.
C'est assez intéressant que ce soit le Covid qui le fait, ou en tout cas presque. Et j'ai envie de dire, c'est assez intéressant parce qu'il nous amène en tout cas à considérer cette transformation ou cette transition de manière beaucoup plus sérieuse et j'espère beaucoup plus sereine, parce que là on est un peu dans certains cas dans la précipitation. Et c'est vrai, on en a parlé depuis tout à l'heure, en fait, les technologies, toutes sortes de technologies d'ailleurs digitales sont au cœur de cette crise et très très largement utilisées. Alors, je vois trois clans. Il y a des gens qui sont très émerveillés par les possibilités de ces technologies, c'est assez fabuleux. Il y en a qui sont très déçus. Je voyais des articles récemment partagés où il y avait des gens qui étaient très déçus en disant ça y est, ceux qui nous promettaient que l'IA allait changer le monde, finalement ils n'ont pas changé grand chose. Et puis il y a ceux qui sont extrêmement horrifiés, voire très vigilants ou intrigués, et on voit bien la discussion qu'il y a eu à l'instant par Adil sur les histoires de tracking, etc., qui est quand même assez intéressante. Pour ma part, moi je suis un peu dans les deux cas, je suis émerveillé toujours, mais en même temps je reste vigilant parce que je pense qu'il peut y avoir des risques faciles de dérapage. Et dans certains cas, certains usages qui, dans un certain temps, peuvent être très intéressants, peuvent être facilement détournés parce que l'être humain, il est ce qu'il est. En tout cas, à la PBI, on a pris le pari que c'était le pari de l'émerveillement. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris attache avec un certain nombre de partenaires dans nos îles, bien évidemment, et l'ADD, on a dit c'est le moment des technologies. C'est vraiment le moment. Show me. C'est votre moment. Et alors, on a fait un certain nombre de choses, mais surtout, on a lancé le programme dont tu as parlé, qui est le programme Hackovie. Alors, de quoi il s'agit? En fait, c'est un programme d'innovation, c'est un appel à projet. Et on a dit à des porteurs de projets, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, start-up, étudiants, ou même des gens qui travaillent dans des entreprises, en leur disant, écoutez, donnez-nous des solutions technologiques innovantes pour hacker le Covid. Alors, il y avait cet objectif, bien évidemment, dont je vais parler des résultats et de ce qui était présenté. On voulait aussi une forme de mobilisation des jeunes. On avait envie que les jeunes, aujourd'hui, se mobilisent au lieu de rester sur Netflix ou sur Facebook, mais qu'ils se disent, tiens, je peux aider, je peux contribuer, je peux être généreux, c'est le moment. Et dans certains cas, on a aussi cherché à mettre la lumière sur des startups qui étaient là depuis un moment et qui avaient peut-être des mal à démarrer et qui leur dire, voilà, c'est votre moment, et on va à travers quelques exemples, donner certaines de ces startups. Alors, on a choisi 4 thèmes, et très concrets, parce que c'est des thèmes sur lesquels on peut agir, et c'est des thèmes du Maroc. Il y a le premier S, c'est la solidarité, et comme tu peux l'imaginer. Et le deuxième, c'est le S de la santé. Le troisième S, c'est le S de la sécurité. Et ensuite, qui est un E pour l'économie de crise, parce qu'on pense que c'est essentiel aujourd'hui. Tu voulais dire quelque chose, Hassan? Non, j'aime beaucoup les S, solidarité, sécurité, santé. Donc, vous avez pas sourire. Merci. Alors, on a des partenaires avec qui on travaille, des partenaires institutionnels. J'ai cité bien évidemment le ZIM, la CGM et la DD. Mais on a aussi des partenaires secteurs des entreprises, l'OCP qui accompagne des startups et qui nous accompagne dans le projet, Renault, Inui et la CNDP dont je vais parler dans un moment. On offre un accompagnement particulier aux startups. Donc, dans ce programme, on a dit voilà qu'est-ce qu'on va offrir. On offre du mentorat. Donc, chaque startup ou chaque projet va avoir un mentor qui va l'accompagner. Pour accélérer, développer, chercher des fonds, ouvrir des portes, etc. Et un mentor. On a offert du cloud, donc on a un certain nombre d'opérateurs de cloud qui nous donnent du cloud gratuitement, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui. Du financement, on a un peu d'argent quand il s'agit de financer 2 ou 3 choses.
des développeurs, et là on a des entreprises qui nous mettent à disposition des développeurs des fois pour accélérer des projets qui sont portés par des non-développeurs. On a vu des choses incroyables sortir de la tête des gens mais qui n'ont pas nécessairement de développeurs, donc on leur a mis à disposition des développeurs, de la communication, de l'accès au marché, de l'accès aux institutions et de la réglementation. Et je pourrais prendre l'exemple de la réglementation parce qu'il est intéressant. Depuis le premier jour, nous nous sommes dit, dans ce cadre-là, il va y avoir des problématiques liées à la protection des données à caractère personnel. Parce qu'il y a des données de santé, il y a des données de tracking, on en a parlé, etc. Et on a tout de suite appelé la CNDP et on a demandé à la CNDP de nous accompagner. Et la CNDP a été absolument extraordinaire. La CNDP nous a mis à disposition son personnel, ses experts, qui accompagnent les startups pour faire justement du privacy by design. Dès le premier jour, on s'assure que toutes les problématiques de respect des données à caractère personnel allaient être prises en compte. Et je rejoins ce que disait Adil tout à l'heure sur l'évaluation du risque par rapport à la situation et donc de nous aider à obtenir toutes les choses réglementaires. On a eu plus de 150 projets en un week-end. Plus de 30 ont été sélectionnés. Alors, parmi les projets, on a dû des fois fusionner des projets parce qu'il y avait des gens qui portaient les mêmes projets. On leur a dit, écoutez, vous allez travailler ensemble parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. On a connecté des projets ensemble. Aujourd'hui, il y a des projets qui s'aident les uns les autres. C'est assez extraordinaire, une solidarité fabuleuse qui s'est opérée. Alors, je vais citer quelques projets et je vais m'attarder sur un seul pour le besoin de la conférence. On a des projets du type qui ont été cités tout à l'heure sur les histoires d'avoir du tracking et de créer de la distance entre les porteurs de potentiel de Covid. On a un certain nombre de projets de santé. Il y a un tas de startups qui offrent des solutions de santé pour aider. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas sortir, mais on a besoin de voir un médecin. Comment on fait? Il y a des gens qui ont offert des solutions gratuites pour prendre des rendez-vous en ligne chez des médecins et faire des consultations gratuites en ligne à travers un système d'urgence incroyable. Il y a des sociétés qui ont développé des technologies de EdTech ou de Cellular Tech. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il y a des gens qui nous ont offert des plateformes pour connecter des donateurs à des associations qui sont autorisées, de manière à ce qu'on puisse aider des associations qui elles-mêmes vont aider des gens. Donc tout un tas de choses. Alors bien évidemment, le chatbot, j'en parle pas pour aider les gens dans toutes sortes de choses, que ce soit pour savoir est-ce qu'ils ont le virus et qu'est-ce qu'il faut aller faire ou pour d'autres sujets. On a vu aussi des choses très intéressantes. On a vu des sujets d'impression 3D sur un tas d'objets, que ce soit des respirateurs ou des appareils particuliers. On a même quelqu'un qui a fait un respirateur en un week-end, assez extraordinaire. En un week-end, il a développé un respirateur. Je vous montre des démonstrations, c'est assez fabuleux. On a des objets connectés, parce que c'est le thème aussi. Il y a quelqu'un qui a fait un bracelet connecté assez amusant, qui est un détecteur de température, mais qui a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est quand vous pouvez bouger la main, et dès que vous approchez la main du visage, il sonne. Mais tant que vous bougez la main dans tous les sens, il est normal. Mais dès que vous approchez la main du visage, votre bracelet sonne, et c'est un bracelet qui coûte moins de 100 dirhams en prof. Donc vous voyez, en fait, des choses assez amusantes. Il peut être porteur d'un GPS pour pouvoir faire du tracking, etc. Éventuellement. On a vu un lit d'hôpital connecté, ultra sophistiqué. On a quelqu'un qui a fait un IoT assez remarquable. C'est un petit appareil qui permet parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est dans la crise, à un moment donné, il va falloir sortir, il va falloir aller travailler. Donc c'est un appareil qu'on met dans les tourniquets dans les entreprises pour pouvoir rentrer dans les entreprises demain aller travailler. Et donc l'appareil, il a un détecteur il a un système de reconnaissance faciale, donc ce qui permet en fait de pointer les gens, et il a un capteur de température. Et ce qui est intéressant, c'est que son système de reconnaissance faciale reconnaît des gens qui portent des masques. Donc il n'y a pas besoin d'être sans masque. En fait, même avec un masque, il le reconnaît. Je trouvais ça assez intéressant. Je vais m'attarder sur un projet qui nous paraissait très intéressant parce qu'il est vraiment assez exceptionnel et il rejoint certaines discussions dont on a parlé tout à l'heure, qui est le projet Tracovid.
qui lui, avant d'être aussi un projet, c'est aussi une histoire humaine. C'est une équipe de Marocains au Maroc. Quand on a discuté avec eux, quand on leur a soumis le projet, ils ont réuni la diaspora marocaine, un très grand chercheur à Harvard, marocain, épidémiologiste, des chercheurs marocains chez Google DeepMind, un spécialiste en virologie chez Laboratoire Roche, des polytechniciens, enfin, you name it. Une équipe incroyable de spécialistes et qui ont travaillé pour mettre en place une plateforme qui permet de faire plusieurs choses, mais qui permet essentiellement de faire le pilotage de la crise. Et donc l'idée, c'est de dire, en utilisant les données, et on a parlé de ça avant, et l'idée, c'est de dire, je vais apprendre de ce qui s'est passé dans d'autres pays. La chance qu'on a au Maroc, c'est qu'on n'a pas été les premiers. La pandémie est venue chez nous beaucoup plus tard par rapport à d'autres pays. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont utilisé les données qui viennent des autres pays et pas simplement les données en termes de nombre d'infections et les courbes d'infection. Parce que ça ne suffit pas, en fait. C'est bien, mais ça ne donne pas, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en perspective par rapport aux actions que chaque pays a mis. Par exemple, du confinement, par exemple, le port du masque, par exemple, des tests, par exemple, X, Y. Donc, toutes les actions. Et c'est ça qui a été fait pour créer une plateforme avec un certain nombre de modèles. Donc, il y a 3 modèles qui ont été développés. Il y a de l'heuristique avec du transfer learning sur des pays qui ont été bien choisis de manière à ce qu'on puisse se reproduire. Il y a eu un modèle stochastique probabiliste hybride entre de l'épidémiologie et du data processing. Il y a un modèle purement épidémiologiste qui est en enrichissement du modèle SEIR que tout le monde connaît et qui est très dynamique. Et en fait, le système, et ça c'est ça qui est intéressant, c'est que le système donne aux personnes qui pilotent en fait la crise un système de décision. C'est des what if. Donc, si je confine telle ville, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Si je fais telle action, combien de lits d'hôpitaux je vais avoir besoin? Et dans une semaine, pas maintenant, c'est dans une semaine ou dans 15 jours. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour préparer éventuellement des lits d'hôpitaux plutôt dans telle ville ou dans telle autre ville? Et en fait, c'est ce système-là qui est relativement intéressant en fait, qui utilise beaucoup de mathématiques, beaucoup de big data bien évidemment, beaucoup d'intelligence artificielle, et qui nous a permis d'avoir quelque chose d'assez remarquable et qui bien évidemment a été transféré aux opérateurs de l'État pour qu'ils puissent le regarder, l'utiliser et de voir ce qu'ils vont en faire. On ne communique pas beaucoup dessus puisque bien évidemment les chiffres sont très confidentiels et il ne faut pas alarmer. Moi j'ai vu des articles dans la presse et c'est vrai qu'il faut être dans le partage et je suis d'accord avec toi Hassan, mais en même temps il faut qu'on fasse très attention à ce que les scientifiques communiquent en termes de projection dans la presse. Parce qu'on ne parle pas nécessairement comme nous, entre nous, on peut comprendre, mais communiquer des chiffres à l'extérieur sur des projections qui n'ont aucun sens de validité peut être très dangereux et peut créer de la polémique. Il faut qu'on soit on peut la communiquer entre scientifiques, je pense, et j'en aurais pas, mais pas nécessairement dans la presse. Et je pense que le desk, par exemple, n'a pas été très, de mon point de vue en tout cas, très inspiré de publier des projections qui ne sont pas nécessairement intéressantes. En tout cas, à travers ces exemples, ce que je voulais montrer, c'est que les technologies sont réelles. Elles peuvent s'avérer d'être très efficaces quand on les met en contexte. Et je pense que les exemples que j'ai donnés montrent que finalement au Maroc, quand on met les gens en contexte, quand on allume la flamme, en fait, elle est prête à démarrer. Et je pense que c'est une très belle nouvelle pour nous. Je pense les technologies vont être utiles aujourd'hui, mais elles vont être beaucoup plus utiles demain. On en a parlé, c'est comment est-ce qu'on sort de la crise. Comment est-ce qu'on sort de la crise et comment on ne revient pas dans la crise. On a parlé de smart distancing, il y a peut-être aussi du smart testing.
on ne pourra pas tester toute la population. Comment est-ce qu'on utilise les technologies de Big Data, d'intelligence artificielle et de tout ce qu'on dit pour pouvoir savoir qui est-ce qu'on teste? Où est-ce qu'on fait les tests? Comment est-ce qu'on les fait? Parce qu'on sait très bien qu'on est 36 millions qu'on ne pourra pas tester tout le monde. Voilà. Donc, je voulais finir là-dessus. Je pense que nos jeunes sont très inspirants et quand on leur permet, ils nous émerveillent. Et je te repasse la parole. Merci beaucoup, Nasser, pour ton éclairage et aussi pour. Je pense qu'au travers de ce webinaire, on a les 4 M, on a les 4 S, on a les 2 frères Baina, donc ça va être les 2 B. Donc ça fait un beau paquet tout ça pour. Alors, cet éclairage qui, de mon point de vue, nous permet de surfer à la fois sur l'intelligence artificielle comme étant une exigence de plus en plus avérée dans cette transformation digitale, une question qui reste aussi ce lien entre tracking, responsabilité, respect des données personnelles, partage de l'information, mais pas, j'allais dire, ce que tu disais, Nassar, parce que quand on met des formations sur des modèles prédictifs avec des projections, entre les mains de M. Tout le monde, on ne sait pas si ces projections vont être avérées ou pas, si elles vont être valides ou pas. Et c'est des projections qui, comme tu le disais, méritent d'être revues en chambre entre spécialistes pour faire des scénarios et les adapter. En tous les cas, merci beaucoup pour votre éclairage. Je sais nous avions 186 personnes connectées, qu'il y a un sondage qui a été effectué sur lequel il y a pratiquement 100 et des questions qui ont été proposées. Alors, si on était en direct, j'allais dire applaudissez les participants. Mais bon, vous pouvez les applaudir par le cœur aussi et par mettre ça comme ça à tous les panélistes. Là, j'ai des questions. Si vous permettez, je vais les partager avec vous. Et celui qui va se sentir à l'aise par rapport à une question, certaines sont déjà destinées. La première, elle est pour mon ami Karim. Et c'est le président Mohamed Saad, président de l'OSIM, qui a bien voulu la poser. Alors, question pour Karim. OK pour l'extrapolation de nos chiffres sur d'autres pays, mais quid des moyens mis en œuvre par différents pays qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre et donc qui rend les benchmarks presque, j'allais dire, impossibles. Alors il y a une deuxième question de notre ami Amin Harari. Qu'en est-il de la vie privée des gens? Si on a un GPS avec notre carnet de santé dessus, est-ce qu'on est prêt à ça? Ça, je pense que vous avez certainement chacun à des éléments de réponse. Alors, une autre question, quelle est votre opinion sur les quelques modèles statistiques de prédiction de l'évolution du Covid-19 dans notre pays? Je sais qu'il y a un modèle qui a été publié ou partagé en tous les cas d'un professeur à la faculté des Jdida. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Alors, on a également une autre question ou interrogation, ou c'est plutôt un ressenti. Certains pays de Ahmed El-Fahmy, certains pays asiatiques, en particulier la Chine, ont montré l'efficacité en relation avec l'IA, allant de l'analyse faciale, l'analyse des données, la géolocalisation. La question qui se pose, est-ce que ces pays se sont réveillés du jour au lendemain pour déployer rapidement l'IA, ou ils avaient déjà été préparés avec des systèmes qui étaient déjà mis en place, etc. Et la question qui revient assez souvent, la liberté individuelle et la réussite technologique. Est-ce qu'il y a un équilibre? On a également une autre question. Vous savez que quand on a 186 personnes, on a certainement beaucoup de questions. Hicham Ismaili, bonjour. La solution Covid Tracker, ça c'est pour Adil. A-t-elle prévu une solution pour gérer la panique éventuelle qui serait due à l'information d'avoir été en contact avec un cas confirmé? D'où la gestion. Il y a la liste. Il y a d'autres questions qui arrivent. D'accord, sur le Covid, d'accord. Alors, Ismaël Mellili,
vous parlez de tracking des gens. Est-ce qu'on a vraiment les moyens à mettre en place ce système alors qu'il y a des gens qui cherchent une connexion stable pour enseigner leurs enfants? Voilà, donc la Salah Bini, est-ce que les opérateurs télécoms jouent le jeu? Est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce qu'ils sont dans le partage de l'information pour un meilleur usage de l'intelligence artificielle? Et donc, je commencerai par Karim. Merci, c'est Hassan. Alors, est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne vois pas de retour de la caméra. Alors, on te voit, tu es beau, tu es bien rasé, tu as des lunettes et tu as un stylo dans ta main. Voilà, excellent. Alors, merci, c'est Hassan. Effectivement, c'est Mohamed Saad, le problème est multidimensionnel. Le benchmark n'est pas facile à faire. On est devant à la fois des données qui touchent les moyens des pays, l'assiduité des gens à suivre les mesures prises par ces pays, le nombre de tests que les pays font, tout ce qui est solutions pharmaceutiques, de traitement et non pharmaceutiques. Donc il n'y a pas un seul benchmark en fait, il y a des benchmarks par rapport à plusieurs dimensions. L'idée en fait c'est d'amener des solutions en fait utiles pour que les décideurs puissent au moins positionner leur pays par rapport à des pays similaires selon des dimensions. Donc il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas une relation d'ordre total si je puis dire, mais l'idée c'est de ramener des éléments de position. Effectivement, Nassar, il avait dit que ça ne suffit pas de manipuler des données juste sur les chiffres. Moi, ce que je dis, c'est que pour pouvoir conseiller le Maroc, il va falloir prendre la température de l'humain. Et tout modèle, rappelez-vous la crise Lehman Brothers, le problème des modèles mathématiques, et il y a beaucoup de modèles mathématiques, les SIR et il y en a un qui a classifié les prédicteurs en 3 niveaux. Ceux qui se basent sur des modèles d'équations différentielles, donc très mathématiciennes, et notamment les SIR, ceux qui se basent sur des études de distribution de probabilité, et les historiens. Et il s'avère que les historiens, ils ont un recul et une expérience du pays beaucoup plus profonde que les modèles purement calculatoires. En fait, les Lehman Brothers, rappelez-vous, ils n'ont pas touché l'humain. Et si je veux conseiller le Maroc en se basant sur des résultats de modèles mathématiques sur des pays dont l'humain ne ressemble pas aux Marocains, on risque de faire des problèmes. Aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à mesurer l'assiduité du Marocain face au confinement. Depuis plusieurs semaines, je milite pour que les opérateurs télécoms, j'espère qu'ils donnent des données de tracking à l'État, mais aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'aujourd'hui, l'autorisation papier, elle est prise comme autorisation no limite. J'ai le droit de sortir, donc je peux sortir autant de fois. Tant qu'on n'a pas digitalisé, on ne peut pas mesurer. Et donc, se confiner à des modèles mathématiques qui donnent des vérités, et aujourd'hui il y a plusieurs modèles de prédiction, mais elles sont toutes différentes les unes que des autres. Moi, mon message, c'est attention, il faut vraiment être très proche de la data, de la mobilité marocaine. Cette data peut venir des opérateurs télécoms, peut venir des autoroutes du Maroc, notamment, peut venir des réseaux sociaux pour pouvoir dire est-ce que les Marocains, est-ce qu'ils sont bien confinés, est-ce qu'ils respectent les mesures de masque, etc. et injecter ça dans les modèles mathématiques. Sinon, en fait, ça va donner trash in, trash out. Autre chose, au fait, par rapport au nombre de tests, il y en a plusieurs qui ont posé la question, il faut relativiser les chiffres par rapport au nombre de tests. Aujourd'hui, un nombre qui ne ment pas, c'est le nombre de morts. Donc, aujourd'hui, le Maroc, il se porte bien. Bien qu'il n'y a pas de tests massifs, on n'a pas non plus une explosion exponentielle du nombre de morts.
Alors bien évidemment, restons chez nous, mais soyons positifs et aidons la communauté des data scientists à travailler, allant vers la donnée ouverte et structurée. Merci, Saazan. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup, Karim. En tout cas, j'ai beaucoup de temps pour parler parce que juste pour terminer, juste pour terminer, oui. En fait, Dubaï, par exemple, quand je dis digitalisé, Dubaï pour détecter le couvre-feu la nuit. Donc les solutions digitales, on les a déjà, ils sont bien déployés en infrastructure. Ajouter quelques règles. Les caméras de surveillance peuvent aussi être configurées pour détecter des mouvements de foule, des problèmes de distanciation. Les solutions technologiques existent. Il faut juste de la bonne volonté. Merci, Saazan. Merci beaucoup, Karim Khoya, pour ton éclairage et aussi pour de voir des modèles marocains adaptés. Salah, tu as un complément par rapport à deux questions qui ont été posées? En fait, je veux pas beaucoup revenir sur cette histoire du modèle. Les gens tiennent à avoir le modèle réel du Maroc. Ils le veulent. Personne ne l'a. Moi, ce que je dis et ce que je répète souvent, c'est qu'un modèle n'est ni bon, ni mauvais, ni faux, ni correct. Un modèle n'engage que celui qui y croit. Et surtout, un modèle doit être utile. Je vous explique par A plus B que avoir des modèles, c'est inefficace. La semaine dernière, on a vu les chiffres qui s'amélioraient un peu, il faisait beau dans nos chiffres. Donc le week-end dernier, si vous vous souvenez bien, il y avait une petite baisse, et tout de suite, les modèles se sont excités en disant ça, c'est fini, c'était le 28 mars que le pic est passé, donc youpi, et la semaine dernière, les gens ont commencé à sortir un peu plus que d'habitude. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à Casa, là, mais jeudi, vendredi, ça allait un peu mieux, il faisait beau, et les gens commencent à sortir. Un modèle est bon tant qu'on garde les conditions initiales. Donc, si on change, si on dit youpi, oura, la courbe est passée, le pic est passé, c'est une gaussienne. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un pic et qu'après ça se calme. Donc, si on dit le pire est derrière nous, sortons, on va recréer une nouvelle pandémie pour les jours à venir. Donc, le modèle n'a pas été utile. Il a été joli, mais pas utile. C'est pour ça que je dis, faire des modèles pour prédire exactement quand est-ce que le pic va passer, c'est peut-être utile pour l'État. Parce que l'État gère cette crise. Mais ce n'est pas utile pour le commun des mortels, parce que ça peut changer toute la donne et on peut se retrouver avec des effets qui ne sont pas calculés. C'est-à-dire, les modèles c'est gentil, la data c'est bien, mais ce qui va sauver le Maroc contre le Covid, c'est les masques, c'est le lavage des mains, c'est d'arrêter de se faire des bisous et la distanciation sociale. La data ne sert que d'observation de la situation. Et dans certains cas, ça permet de lutter. Mais les premières armes que nous avons contre le virus, c'est quand même des mesures barrières de base. Pour revenir à l'histoire des tests qui ne sont pas suffisants, parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, tout le monde dit oui, l'Allemagne teste 500 000 personnes par semaine, le Maroc ne teste pas les 500 000, on va tous mourir. Comme disait Karim, il y a un chiffre qui ne peut pas mentir, c'est combien est-ce qu'on a de morts. On ne peut pas cacher un mort. Moi, si je suis contaminé, je peux faire semblant qu'il n'y a pas de problème, je peux ne pas le dire, je peux le cacher. Mais à partir du moment où je suis décédé, personne ne peut me cacher, même ma famille ne va pas me cacher. Donc, l'État va savoir cette information et je vais être comptabilisé. Moi, je prends la chose comme ça, c'est-à-dire, on va comptabiliser des morts et à partir du moment où on a comptabilisé des morts, il y a des modèles. Par exemple, on sait qu'à la limite, en Allemagne, on est à 1%, par exemple, on est à moins d'1% des fois même. C'est-à-dire que pour un mort, il y a 100 personnes qui sont contaminées. Chez nous, on se dit non, on a un taux qui est plus élevé, donc on doit
par moment être à 6% ou là à 7%. À 7% de ceux qu'on connaît. Mais c'est-à-dire, si on ramène tout ça à l'ensemble des gens qui sont contaminés dans notre population, on devrait avoir des chiffres tout à fait ordinaires par rapport à l'ensemble de la population mondiale. Parce qu'il y a aussi eu un débat du fait de dire, ah oui, si on a 6%, c'est qu'on ne sait pas, c'est que notre système hospitalier est mauvais. Et du coup, on a plus de décès qu'ailleurs. Non, on n'a pas plus de décès, c'est juste que dans certains pays, comme ils ont des stratégies de tests massifs, leur nombre de personnes contaminées sont plus élevés que les nôtres. Mais je veux dire, je reviendrai à une... En fait, j'ai constaté deux choses, mais je ne sais pas l'expliquer. Les Chinois mentent dans leurs chiffres en les banalisant, enfin en réduisant le nombre de décès. Les Américains mentent en augmentant leur nombre de décès. Allez comprendre pourquoi. Je ne fais pas de géopolitique, je ne fais pas... Mais il y a des preuves, on va dire, concrètes qui font que ce qui se passe aux États-Unis, c'est sûrement exagéré en augmentant. Et ce qui se passe en Chine, ce qui s'est passé en Chine, c'est sûrement exagéré, mais vers la baisse des chiffres. Est-ce qu'on a une vision globale, réelle et réaliste de ce qui se passe dans la planète? Je ne suis pas sûr. L'idéal, c'est d'avoir des modèles qui soient utiles pour un usage X ou Y. C'est surtout ça le plus important. Merci beaucoup, Salah. Il y avait des questions pour Adil sur le lien toujours entre vie privée et tracking. Et il y avait aussi d'autres questions qui sont venues tout de suite après, si on pouvait partager des idées ou des conseils pour les administrations marocaines. Une question aussi sur la 5G. N'est-il pas opportun de la généraliser? Donc, si tu peux apporter un éclairage par rapport à ces éléments, Adil. Tu peux cliquer sur... Pardon. Est-ce que c'est bien maintenant? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Donc, pour revenir à la question de l'information des personnes qui sont potentiellement porteuses de virus ou donc contaminées et de leur entourage, j'ai bien mis l'accent sur la gestion des habilitations quand il s'agira d'envoyer des informations ou de traiter l'information. Tout le monde, c'est pas une plateforme qui doit être mise entre les mains de n'importe qui. Oui. C'est une plateforme, voilà, donc qui va avoir un usage d'abord médical, d'abord de santé publique, avant toute chose. Donc c'est pas à mettre entre les mains d'un téléopérateur, c'est un centre d'appel qui va commencer à envoyer les informations, les notifications. Ça se passe pas comme ça dans les pays où c'est appliqué. L'idée, c'est de dire, à partir du moment où on a identifié une personne, capable de lui envoyer un message qui ont été en contact, de façon à apaiser et surtout sécuriser les environnements. Si on dit à une personne juste « vous êtes contaminé », bien évidemment, il y a un mouvement de panique. Si on dit à tous ceux qui sont dans sa famille « la personne qui est à côté de vous est contaminée », bien évidemment, il y a un phénomène de rejet qui va se produire. Mais ça, la solution ne remplirait pas son rôle et elle deviendrait discriminatoire. Parce que du coup, on va discriminer tous les gens malades. C'est comme s'ils étaient porteuses de la honte, comme on a pu le voir précédemment dans certaines maladies. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, quand quelqu'un avait le cancer, on ne le disait pas. On ne disait pas qu'il avait le cancer, parce que c'était une maladie chouma. Il ne faut pas en parler, alors que c'est juste une maladie. Aujourd'hui, il y a le facteur de propagation, donc une bonne gestion des habilitations. Et je reviens sur le terme de donc secure by default et privacy by design. C'est le principe même de la conception de l'architecture, c'est-à-dire sécurité par défaut pour tout ce qui est gestion des habilitations, de l'accès aux données et de l'anonymisation, et donc privacy by design, c'est-à-dire que le point essentiel dans tout ça, c'est le contrôle de la confidentialité de l'information. Quand vous allez voir un médecin, votre médecin, il ne sort pas dans la rue pour vous dire « lui, il vient de sortir, il a telle ou telle maladie ». Donc, c'est exactement le même rôle qu'on attribue, sauf qu'on donne aux médecins ou aux corps soignants, aux gestionnaires de cette crise, des instruments
pour toucher la population à distance le plus rapidement possible. Donc ça, c'est sur le point de l'information. Quant aux technologies, bien sûr que les technologies existent et Karim l'a bien mentionné. Aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent par exemple les radars routiers, tout simplement pour signaler qu'une personne s'est éloignée de son périmètre autorisé. Vous savez, l'autorisation de sortie, on peut toujours aller la chercher chez le Muqaddam et après, on peut trouver des combines pour, d'ailleurs, je crois que j'ai lu ça à propos de 2 personnes qui ont été attrapées dans une ambulance au Maroc parce qu'ils voulaient voyager d'un point A à un point B, ils voulaient sortir de la ville. Donc, l'idée, c'est les outils existent, les caméras de vidéosurveillance, les contrôles radars, les caméras de radar existent, il suffit de leur apporter les algorithmes nécessaires, c'est-à-dire modifier la façon avec laquelle ils traitent l'information recueillie pour en faire des outils de lutte contre le Covid et du respect, par exemple, des modalités de confinement. Donc ça, c'est les modalités existent. Aujourd'hui, attendre la fin... Il y a une question qui se pose en même temps sur le lien avec le consentement. Tout ça, ça Oui. nécessite un consentement des personnes. Alors, le consentement, on va pas faire comme la Chine, par exemple. Elle n'a pas cherché le consentement. Ils ont déployé ça dans WeChat. C'est une application qui est largement utilisée en Chine pour le paiement mobile. Ils ont déployé une mise à jour qui fait office de tracker pour le Covid. C'est simple, c'est juste une mise à jour applicative et on règle le problème. Donc, il n'y a même pas de consentement. Aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup de gens parler de consentement et de données personnelles. Je pose juste une question. Combien de personnes utilisent Waze sans même avoir lu toutes les CGU, la liste et la liste des informations qu'ils donnent volontairement à partir de leur smartphone à Waze? Combien de personnes ont lu ça? Personne. Combien de personnes utilisent les WhatsApp, les Facebook, en activant la géolocalisation, sachant que ces applications-là récoltent de l'information très précise sur nos déplacements? Vous savez que quand vous êtes dans une pièce, Facebook sait exactement que vous êtes l'un assis à côté de l'autre. Moi, je me pose la question, pourquoi Facebook aujourd'hui, pourquoi les mastodontes aujourd'hui ne profitent pas de cette données, de ces états-octets de données qu'ils ont déjà amassés pour proposer quelque chose aux États, pour les aider à combattre et pour les aider à faire respecter les mesures de distanciation sociale grâce à leurs applications. On va les attaquer sur la question de la propriété, sur la confidentialité, parce que là, c'est là que les gens vont découvrir que effectivement, ils utilisaient toutes nos données et que effectivement, ils ont des données très très précises sur tous nos comportements, et surtout sur nos déplacements. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Il y avait d'autres questions. C'est que il y a une file de questions que je reçois, c'est extraordinaire et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là pour enrichir le débat. Il y a une jeune Esma qui pose la question. Merci pour cette conférence. Est-ce qu'il y a toujours la possibilité d'intégrer un projet à Covid? Donc ça c'est également est-ce qu'il y a une solution pour traquer les fake news? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut partager avec nos administrations pour ne pas rater justement ce virage technologique? Et il y a une question peut-être à laquelle tu as déjà répondu, Omar Filali, qui posait la question, qu'est-ce que les startups marocaines peuvent faire aujourd'hui en adoptant des technologies? Je pense que tu as déjà répondu à la question par les 150 projets et les 35 qui ont été obtenus. À toi, la parole. Ouais, en fait, bien évidemment, le COVID est toujours ouvert et si vous avez une idée intéressante qu'on est capable de déployer maintenant, vous êtes le bienvenu, faites-le et vous n'avez pas besoin d'être une start-up d'ailleurs. N'importe qui peut soumettre un projet et on est prêt si on est capable de le mettre en œuvre rapidement, parce qu'on ne veut pas faire des choses qui vont sortir dans 2 ans, mais on veut faire des choses assez rapides. On les prend, vous êtes les bienvenus, on attend que ça. Il y avait une question sur quels sont les conseils qu'on peut avoir avec l'État, etc. Moi, je pense que les choses sont claires. On ne sortira pas de cette crise sans l'usage des technologies. Je pense qu'on l'a entendu, on va le redire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, regardez, vous savez, moi, je suis revenu au Maroc, j'ai passé ma vie plusieurs années en France, et je suis revenu au Maroc en 2005, donc il y a 15 ans. Depuis 15 ans,
on dit, et il y a des gens avant moi, on dit, il faut, je sais pas moi, faire en sorte que les enfants apprennent sur un ordinateur. Et on nous a dit, non, 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 c'est pas possible. Bah, aujourd'hui, c'est possible. D'accord? On nous a dit, c'est pas possible que la technologie rentre dans le domaine de la santé. Alors voilà, on l'a aujourd'hui. Ce n'est pas possible qu'on puisse, je sais pas moi, payer nos factures. On y est. On y est. On y est par la force des choses. Des fois, pas très très bien, parce qu'on n'était pas préparé, mais je pense que c'est une... Voilà, on y est. Je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça a été dit avant moi, Salah l'a bien dit. On ne retournera pas en arrière. Il y a des décisions qui ont été prises et qui vont rester. Et je pense que l'avenir nous montrera que ces technologies ne sont pas là simplement parce que c'est un mal nécessaire ou pour du fun, mais parce qu'il s'agit de la continuité opérationnelle d'un pays. Je pense que ça, c'est très important de le dire. On est dans la continuité opérationnelle d'un pays. Et je veux dire à ce niveau deux choses. La première, c'est que il ne s'agit pas simplement de la nation elle-même. Dans certains cas, une entreprise, une seule, si elle n'a pas fait quelque chose, elle peut mettre en danger la continuité opérationnelle d'un pays. Et donc, y compris à l'échelle des entreprises, on doit se poser cette question qui est de dire quel est mon rôle en tant qu'infrastructure vitale de mon pays et comment quel rôle je dois jouer pour faire en sorte que ma analyse de risque dans l'avenir porte sur le fait que je dois assurer la continuité opérationnelle d'un pays dans des situations comme ça et comment est-ce que la technologie peut aider. Je pense que cette question elle est réellement posée. Je voudrais revenir sur l'histoire des modèles tout à l'heure parce que je rejoins ce que disaient Salah et Karim. Il ne s'agit pas de faire des modèles pour faire des modèles et les publier, etc. Si des modèles sont faits et l'essentiel il est là, c'est qu'ils doivent servir à l'État. Et c'est pour ça que je suis très précis sur à qui est-ce qu'ils sont destinés. Ils doivent servir à l'État à prendre des décisions. Le fait que certains publient le fait que la courbe s'est réduite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont sortis dans la rue en se disant ça y est, on est bon, on peut sortir, on peut aller faire du pique-nique. Non, il ne faut pas publier ça. L'État a besoin de savoir est-ce qu'il faut construire un hôpital d'urgence à Casablanca ou à Esfi? Où est-ce qu'il y a l'urgence pour le faire, si je dois le faire aujourd'hui, pour qu'il soit opérationnel dans 15 jours, où est-ce que je dois le faire? Ça, c'est une question que l'État à laquelle il doit poser, et tous les modèles qu'on doit construire sont des modèles qui doivent aider l'État à prendre ce type de décision. En fait, c'est ça l'enjeu. C'est pas pour informer les scientifiques et ça, c'est pour aider l'État à prendre des décisions. Et je pense que si je dois garder ça en tête, en particulier sur la partie de modèle, c'est celle-là. Voilà, je vais J'avais une question sur la 5G, éventuellement. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Attendez, il y a des gens qui disent, d'abord, on ne peut pas déployer la 5G sur l'envers, ça prend du temps, etc., etc. Il y a même des gens qui disent que tout ça, c'est venu parce que c'est la 5G. Vous avez vu la théorie du complot sur la 5G. Ça, c'est pour un peu ironiser. Oui, écoutez, la 5G fait partie de l'infrastructure de demain. Il faut qu'on l'ait parce qu'il y a des scénarios qu'on ne peut pas avoir sans la 5G. Mais il n'y a pas que la 5G, en fait. Quand on parle d'infrastructure, dans notre pays, c'est l'infrastructure Internet et de la connectivité, c'est des data centers, c'est l'infrastructure dans nos villes. On parle des caméras dans les villes, mais il en faut plus. Dans nos autoroutes, c'est des infrastructures dans les hôpitaux, c'est toute cette infrastructure qu'on doit construire. Et la 5G fait partie des éléments de cette infrastructure. En tous les cas, c'est Hassan. C'est qui, Salah? Oui, Karim. J'avais une intervention par rapport aux fake news. Oui, est-ce qu'on peut traiter les fake news? Oui. Ouais. En fait, techniquement, il est très facile de détecter le nombre de partages d'une information. Est-ce que tu m'entends, c'est Hassan? Parce que oui, je t'entends très bien. Moi, je ne te vois plus. Donc, tu me vois? Je ne te vois plus. Voilà, là je te vois. Tu es beau, tu es merveilleux. Donc, pour les fake news, on peut très bien détecter la fréquence de partage dans les réseaux. Et par exemple, si on détecte qu'au Maroc, une information, elle circule très très rapidement, donc elle devient potentiellement dangereuse. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Et ça, c'est des techniques qui existent dans la littérature. On cible des gens qui ont des adresses IP de la même famille du réseau où circule l'information.
et on leur demande tout simplement de voter. On prend un échantillon, par exemple, de 100, et on leur demande que pensez-vous de cette information. Ça peut être une image, une information, et après on calcule une probabilité. Et dans les 100 ou dans les 1000, il y a bien des gens qui vont bien vérifier, qui vont pas croire, et c'est comme ça qu'on peut, au fait, scorer qu'une information est juste un fake news. Donc ça existe dans la littérature, c'est pas quelque chose de nouveau, et donc par un système tout simplement de vote. Un dernier message aux data scientists, on est dans un contexte très dynamique, à la fois très dynamique par rapport à un changement de la dynamique des populations, des réactions de gens. À la fin du mois, tout le monde est descendu dans son guichet pour retirer, ou bien quand il y a eu l'aide sociale, tout le monde est descendu au guichet pour retirer. Donc la dynamique du confinement, elle change, mais aussi la dynamique globale. Aujourd'hui, l'OMS, elle conseille le port obligatoire des masques, alors qu'il y a quelques jours, elle disait que non, c'était pas indispensable. Il y a des études qui disent que les pays qui ont subi des vaccins de BCG, ils sont mieux immunisés que d'autres. Donc c'est une dynamique globale. Je demanderai aux communautés de data scientists d'intégrer cette dynamique, parce que le modèle qu'on apprend le matin, il peut devenir très obsolète le soir. Et donc il faut que les systèmes d'apprentissage soient très très proactifs, et on ne peut pas appliquer à la fois ce qui marche dans un pays voisin chez nous, mais ce qui marche hier ou la veille pour le lendemain. Donc, l'aspect dynamique des modèles. Merci. Salah, j'ai une dernière question pour toi. C'est sur la partie IoT. Tu m'avais parlé de quelques use cases sur des imprimantes ou des solutions. Je prends la question IoT. Okay. En fait, alors l'IoT, les applications là aussi sont diverses et variées. On peut installer des capteurs de température, parce que au lieu de scanner chacun, on peut juste avoir un capteur de température connecté à votre téléphone, et puis dès que votre température ne descend pas en dessous des 39 degrés pendant 3 jours, ça alerte directement les services médicaux, etc. C'est pas ça la question. En fait, la technologie n'est pas un problème. Quelle que soit la technologie qu'on utilise, on saura faire du do it yourself, et on montrera ce qu'il faut. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on n'a pas parlé des imprimantes 3D, parce que là aussi, elles jouent un rôle extraordinaire aujourd'hui dans ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se fait dans le monde, mais des modèles fabriqués. Je vous raconte une petite histoire. Aux États-Unis, une université américaine est allée voir un fabricant de respirateurs, et lui ont demandé officiellement par lettre du président, en disant le respirateur il coûte $1000, en lui disant donnez-nous les modèles, nous on a des Fab Labs, on peut le produire, on peut produire votre modèle, mais c'est nos moyens. Le fabricant, pour des raisons qui lui sont propres, a dit non. 3 ingénieurs de la même université ont acheté un respirateur, et ils ont fait du reverse engineering. Ils l'ont démonté, ils l'ont remonté. Ils n'ont pas eu l'accord, mais de toute façon, ils ont construit leur propre modèle open source. Ils l'ont fabriqué, ça coûte $100 pièce, et ils ont mis le modèle disponible pour la communauté mondiale. C'est la collaboration entre les humains qui va créer le futur de demain. Ce n'est pas la technologie. 5G, 4G, aujourd'hui, on est en train d'assister à des expériences développées à Svelgrir, qui sont testées à Levante en Espagne, et qui sont reproduites en République tchèque. Si vous vous intéressez à ça, regardez ce qui se passe pour le masque Easy Breath de Decathlon. Il a été hacké de toutes les façons possibles, jusqu'à ce que Decathlon dise, même Decathlon Maroc a envoyé hier un message en disant qu'on arrête la vente locale de ce masque, qu'il est mis à disponibilité des hôpitaux. C'est cette solidarité qui en parlait au tout début, c'est cette solidarité entre les humains, c'est ce travail collectif, collaboratif. Je vais dire, pour une seule fois, on a l'humanité entière avec en face un seul ennemi identifié, et du coup tout le monde collabore contre un ennemi. Alors je terminerai par une remarque. Aujourd'hui, tout le monde est en train de gonfler les poumons de l'intelligence artificielle en disant on veut de l'intelligence artificielle qui décide de tout.
je tire juste une petite sonnette d'alarme. Ce n'est pas une alarme, mais attention, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle communément un game breaker. C'est-à-dire, une fois qu'elle met le doigt dans un secteur, elle peut le détruire. Si ça vous intéresse, regardez ce qui s'est passé pour le Go, où des joueurs à échelle mondiale ont arrêté de jouer parce qu'il n'y a plus de challenge. Si on met de l'intelligence artificielle dans la médecine, il faudra accepter que cette même intelligence soit meilleure que des médecins et que plus personne ne veuille devenir médecin. Plus personne ne voudra devenir radiologue parce qu'il y a un logiciel qui analyse les radios mieux que moi. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Les salaires des médecins vont chuter. Plus personne ne voudra devenir médecin. On se fera analyser par des logiciels qui appartiennent à Google, à Facebook, à Microsoft. C'est un clin d'œil à l'OSIM pour organiser le prochain webinaire sur l'après-crise, les top topics de l'après-crise. Voilà. Donc je terminerai sur cette chose. La technologie n'est pas un problème. La technologie a besoin de matière grise pour qu'on puisse co-construire des solutions. On est là aujourd'hui dans le cadre d'une co-construction France, Maroc, Casa, Rabat. C'est ça ce qui crée, c'est ça ce qui fait la force de l'humanité. C'est capable de s'unir, d'identifier des causes communes et de se battre corps et âme dans ces guerres. Parce qu'on est en guerre. C'est pas par hasard que le Covid, il commence par co. Tu le disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de se connecter, mais aussi une manière de co-construire des solutions. En tous les cas, merci beaucoup à vous quatre pour votre éclairage. L'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet aujourd'hui au sein, non pas de la transformation digitale, mais dans tous les secteurs, y compris celui qui nous intéresse aujourd'hui, le secteur de la santé.